représente le SPI Vallée de Seine, donc plus particulièrement... Ah oui, c'est vrai, avec un micro, c'est bien aussi. Ah, merveilleux. Donc, et plus particulièrement l'ASPI, donc, puisque le SPI Vallée de Seine, c'est une structure qui est copilotée à la fois par l'État et le côté associatif, donc je représente aujourd'hui. On a vu ce matin effectivement que la décarbonation était un vrai sujet et un vrai enjeu sur le territoire, dans du Nord en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'industries. Mais effectivement, les ambitions de neutralité carbone d'ici 2050 imposent de passer à l'action. Et donc aujourd'hui, nous allons voir... Est-ce que j'ai mon petit... nous allons envisager donc la décarbonation non pas comme une contrainte, mais d'en dévoiler les opportunités, parce que ce n'est pas forcément l'idée de voir ça comme une punition, mais peut-être de découvrir des opportunités en s'adaptant. Ça marche? Oui, si. C'est moi, je m'étais peut-être auto-coupée. Donc oui, l'idée, c'est de voir quel levier économique ou réglementaire ou même financier on peut envisager pour revoir sa stratégie et donc s'engager sur des actions de décarbonation. Je suis entourée de 4 intervenants. Ah oui, ça marche bien aussi. Ça marche, oui, ça marche de marcher? Non, ça marche pas? Vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas? Oui. Est-ce que sinon ça n'a pas l'air de... Si. Ah. Oui, ça a l'air de fonctionner. Là. On est bon. Donc, comme je disais, je suis entourée de 4 intervenants pour m'accompagner dans cette thématique aujourd'hui. Donc, je vous présente donc Monsieur Florentin Lemercier d'Eco-Itinera, qui vous proposera donc une présentation de la démarche acte pas à pas de manière collective. Ensuite, nous aurons Monsieur Vernier de l'ADEME, donc qui fera un petit panorama du programme de décarbonation de l'ADEME et puis des accompagnements possibles pour les industriels. Ensuite, Monsieur Deltour de GRDF, qui fera une projection du paysage énergétique de demain. Et enfin, Monsieur Germont d'Equiom, qui partagera donc avec nous les avancées du programme Cap Décarbonation, donc avec un focus sur le stockage de carbone, donc qui est en cours de développement. Et je vous propose d'ores et déjà d'enchaîner avec la première intervention, donc Monsieur Lemercier, donc il va vous présenter le programme Acte pas à pas avec Acte en Seine qui est en cours de développement sur les Yvelines notamment. Florentin. Ouais. Super. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis franchement très satisfait et très content de voir que ça a sa place ici. Tout ce qu'on a déjà discuté ensemble avec Éléonore autour des risques historiques et qu'on a revu ce matin pas mal. C'est une vraie réalité et comme on a déjà dit, c'est à plutôt bien gérer. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir en France cet environnement qui nous permet que ce soit plutôt sous contrôle. C'est jamais parfait, mais c'est déjà bien existant et bien établi. Il y a des risques qu'on n'avait pas forcément pris en compte jusqu'à maintenant, suffisamment à mon sens, c'est effectivement ces risques liés au dérèglement climatique. Et ces risques liés au dérèglement climatique, on les a suffisamment pas pris en compte jusqu'à maintenant pour qu'ils soient, à mon sens, largement supérieurs à tous les risques industriels qui peuvent exister sur nos territoires. Et on sera concerné de manière beaucoup plus uniforme que ce qui concerne les risques industriels. Donc finalement, moi j'ai eu une chance, c'est qu'il y a 5 ans à peu près, je suis tombé dans la marmite de Acte. Et cette marmite, elle est au moins, elle est franchement aussi puissante que la marmite d'Astérix. C'est vraiment une démarche qui nous a convaincus. Et de ce fil-là, j'ai surtout, avant tout, derrière moi, une grosse carrière industrielle. J'ai fait 20 ans d'expérience dans des postes très opérationnels. Et puis, le fait d'avoir rencontré cette méthode, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et ça en a fait mon activité aujourd'hui à 100% pour stimuler les entreprises sur le passage à l'action sur la transition écologique. Donc l'initiative ACT, en quelques mots, ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle souvent de nos fleurons nationaux. Alors on cite Airbus, on cite Safran, on cite plein d'autres grandes entreprises comme ça, plutôt dans le domaine aéronautique ou aérospatial. L'ADEME est clairement un fleuron national.
on s'en rend pas forcément compte parce que alors c'est comme tout, hein, ce qui est proche de nous, on n'apprécie pas forcément autant la valeur. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les accords de Paris ont été quelque chose de très significatif dans les questions de prise de conscience de transition écologique et de mise en action. Encore une fois, c'est certainement pas parfait et c'est certainement pas suffisant, mais ça a quand même un gros mérite, c'est que ça existe et que ça fait une base. Et au moment de ces accords de Paris, l'ADEME s'est mis avec plusieurs organismes internationaux pour dire bon, maintenant qu'on a défini cette trajectoire qu'on voudrait maintenir en dessous de 1,5, maximum 2 degrés Celsius, alors c'était à l'époque, hein, effectivement, c'est un peu difficile de dire ça aujourd'hui, mais ça a quand même ce point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs économiques? Et donc l'ADEME, avec deux organismes internationaux, le Carbon Disclosure Project et le World Benchmarking Alliance, a créé une méthodologie d'évaluation des stratégies de décarbonation des entreprises pour se rendre compte à quel point c'était compatible de ce qu'on avait défini dans les accords de Paris. Bon, au final, les premières évaluations, s'est assez vite rendu compte que ça allait être compliqué. Et que même les entreprises les plus vertueuses n'arrivaient pas à construire de démarches suffisantes pour avoir une démarche de décarbonation à la hauteur de ce dont on aurait besoin. Donc il y a une nouvelle méthodologie qui a été définie. C'est une méthodologie qui a été appelée acte pas à pas. C'est pour accompagner ces entreprises à être dans une logique et dans une démarche de décarbonation suffisante. C'est vraiment l'ambition par rapport aux accords de Paris. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très fort et qui a une vraie existence internationale. Alors, il y a des petites batailles entre les différents organismes, etc. Je vous passe les détails, et c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est une vraie démarche très valable. Concrètement, quand nous, on l'a rencontré avec quelques entreprises très industrielles, on a trouvé là la méthodologie qu'il nous fallait, et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour construire le reste de nos démarches. Donc c'est une méthodologie clairement reconnue, et aujourd'hui, après 10 ans d'existence, hein, puisque ça a été fêté les 10 ans de Acte il y a quelques semaines, c'est vraiment éprouvé. Donc qu'est-ce que c'est que la démarche acte pas à pas? Elle se base d'abord sur un bilan carbone complet. Un bilan carbone avec les 3 scopes. Le scope 1, le scope 2, vous le connaissez tous, vous avez l'habitude de le traiter. En général, on nous a déjà beaucoup stimulé sur ces sujets-là. En général, c'est assez facile de se mobiliser parce que concrètement, ça touche directement au porte-monnaie. Donc quand c'est comme ça, c'est assez facile d'avoir des démarches pour améliorer ces sujets-là. Le scope 3, c'est tout un monde qu'on découvre quand on commence à faire un bilan carbone complet. Parce que le scope 3, concrètement, c'est quels sont mes approvisionnements et quelles émissions de gaz à effet de serre ça a généré pour les faire venir jusqu'à chez moi, depuis l'extraction de la matière et puis les différentes étapes de transformation et les transports. Mais c'est aussi mes produits, quand je les ai vendus à mon client, quel impact ils vont avoir tout au long de leur durée de vie et jusqu'à leur fin de vie. Concrètement, des entreprises industrielles, même des grosses entreprises qui sont plutôt de l'industrie assez lourde, le scope 3 l'emmène largement dans la proportion des émissions de gaz à effet de serre par rapport au scope 1 et au scope 2. Donc déjà, rien que ça vaut le coup de regarder en face. Une fois qu'on a regardé ce bilan carbone, la démarche acte pas à pas, c'est un accompagnement pendant 2 ans pour intégrer la décarbonation au cœur de la stratégie d'entreprise. Et là, on dit vraiment au cœur. C'est pas de faire une démarche en plus, un plan d'action à côté, c'est vraiment de prendre en compte, de prendre la stratégie d'entreprise telle qu'elle existe et de la transformer pour intégrer les démarches de décarbonation. Et pour faire ça, on le fait sur 3 horizons de temps différents. L'objectif, c'est d'arriver en 2050 avec une activité qui est compatible d'un monde bas carbone. Et pour faire ça, comme ça paraît loin, et que ça va mettre du temps à se faire, parce qu'il faut être très disruptif dans la façon de fonctionner, dans la façon de réfléchir ces modes de fonctionnement, on ramène 2 temps intermédiaires. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant dans mon modèle actuel? Et qu'est-ce que je dois avoir engagé comme action significative dans les 5-10 prochaines années qui porteront leurs fruits qu'au bout de 20 ans? Il y a quelques rares entreprises qui ont fait l'exemple de la décarbonation à ce niveau-là. Concrètement, on peut en citer 2. Il y en a une qui est en plus sur le territoire ici, c'est Pocheco, qu'en général on connaît. Et la première à avoir fait ça encore en amont, c'est une entreprise qui s'appelle Interface, c'est des Américains pour le coup, qui ont mis concrètement 20 ans à le faire. Ils ont fêté en 2019 le fait qu'ils arrivaient à être neutres, si on peut le dire, en carbone, c'est-à-dire qu'ils ont réduit de 96% leurs émissions et que le reste, ils ont réussi à le compenser. Voilà, donc clairement, l'idée de la méthodologie ACT, c'est d'intégrer tous les enjeux d'entreprise pour améliorer sa robustesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup apprécié, c'est que la démarche ACT, elle n'est pas là, entre guillemets, pour faire de l'écologie pour l'écologie. Elle est là pour faire de l'écologie dans une logique de pérennité économique. Il faut qu'aujourd'hui, les entreprises comprennent que si elles ne s'intéressent pas à ces problématiques d'impact de transition écologique sur leurs activités économiques, elles vont avoir de grosses difficultés dans l'avenir.
Et c'est vraiment le premier fondement et le premier pilier de la méthodologie ACT. Si vous regardez dans la documentation, vous trouvez assez facilement sur Internet, la démarche ACT est là pour la pérennité des activités économiques. Intégrée à la stratégie d'entreprise, j'en ai déjà parlé. Elle va vraiment sur tous les sujets. Quels sont mes produits, quels sont mes clients, quels sont mes fournisseurs. Donc les fournisseurs, en général, on s'interroge assez facilement. Quels sont mes clients? C'est un peu plus difficile à se poser comme question. Et est-ce qu'on accepte que des clients soient toujours mes clients demain? Et ça, c'est vraiment des choses qui sont dans le cœur des questions qui sont posées dans la méthodologie ACT. Quel est mon mode de gouvernance et quel est mon modèle économique? Concrètement, on a réussi aujourd'hui, enfin, moi je considère que les entreprises qu'on accompagne dans ces méthodologies ACT, on a vraiment réussi notre coup si elles se sont réellement posé la question de leur modèle économique. Comment est-ce qu'on passe d'un modèle qui est essentiellement extractif aujourd'hui à un modèle d'économie de la fonctionnalité de la coopération ou un modèle d'économie circulaire? Alors ça tombe bien, il y a une table de ronde juste après sur l'économie circulaire, ça vous fait l'ouverture. Et ce qui est aussi très agréable dans cette méthodologie et très appropriée, c'est qu'elle diffuse dans l'entreprise. Elle s'adresse à la fois aux opérationnels, mais elle va aussi aller chercher le comité exécutif des actionnaires. Et donc, par les questions que ça pose aux différentes strates de l'entreprise, eh ben, ça permet d'avoir une cohérence. C'est pas juste un sujet des chefs, ou c'est pas juste un sujet des opérationnels, que si les chefs n'y s'y intéressent pas, il n'y aura pas de résultat derrière. Et c'est fait avec les outils de l'entreprise. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que quand moi, j'ai fait 20 ans d'expérience industrielle, comme je vous ai dit derrière moi, il y a des outils qu'on utilise au quotidien ou régulièrement dans ces démarches d'amélioration continue. Quand on fait la méthodologie ACT, on retrouve les mêmes outils. Je ne vais pas vous les faire un par un, c'est pas le but, mais c'est quand même très appréciable, parce qu'on est dans notre univers, en fait. Donc concrètement, comment ça se présente? Une démarche ACT pas à pas. Donc je vous ai expliqué que ça a commencé par un bilan carbone, et ensuite on passe par 5 étapes. Donc grosso modo, on regarde d'où on part, on regarde où on veut aller, on regarde comment on y va. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire tous les détails, parce que sinon, c'est plus 10 minutes qu'il me faut, c'est beaucoup plus. Nous, on y ajoute quelques ingrédients. En fait, on peut se dire quand même, hein, historiquement, l'ADEME est très technique, et très forte sur les aspects techniques. Les aspects conduite du changement, c'est maintenant pris en compte, et sérieusement pris en compte, mais ça a été plus tardif. Et donc nous, ce qu'on a ajouté à cette démarche très technique au départ, c'est vraiment des questions de conduite du changement, et de comment est-ce qu'on déclenche le passage à l'action. C'est du partage entre pairs. Donc dans des temps collectifs inter-entreprises, le but c'est les dirigeants qui participent à nos programmes, on fait en sorte qu'ils se causent, qu'ils partagent leur joie et leur peine, leur vision, leurs problématiques, et qui se donnent des trucs et astuces. Et clairement, c'est très efficace. Parce qu'à partir du moment où c'est du partage entre pairs, on est beaucoup plus prêt à écouter que quand c'est du discours plus descendant. Et puis le dernier point qu'on y ajoute et auquel on tient beaucoup, c'est la logique territoriale. Alors ça, je ne vais pas vous expliquer ici l'intérêt de la logique territoriale. Vous la connaissez, on l'a partagé déjà beaucoup ce matin. Et ce dialogue entre les différentes parties prenantes et ce mélange d'acteurs publics et d'acteurs privés autour des sujets aussi essentiels que ceux qu'on va avoir à vivre, ben nous, on a tout intérêt, par les programmes qu'on mène, à chercher à le stimuler. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vous faire le détail parce que ça prendrait vraiment du temps. Mais grosso modo, autour de la démarche ACT, on ajoute des temps collectifs inter-entreprises pour faire tout ce qu'on vient de se dire. Il y a 6 temps qui sont planifiés. Et on a un dernier point qui est aussi très important, c'est qu'on a une personne ressource qui accompagne les chevilles ouvrières dans les entreprises qui participent à nos programmes. Parce que concrètement, je vous l'ai dit, c'est disruptif. Donc ces personnes-là peuvent se sentir seules à certains moments, peuvent se décourager. Et d'avoir une personne à qui elles peuvent poser leurs questions et qui peuvent partager l'expérience, enfin l'aider à prendre du recul sur l'expérience qu'elle est en train de vivre, parce qu'on est déjà passé par là avant, c'est très précieux. Les entreprises qui participent, elles sont très diverses. Et ça, c'est lié à la logique territoriale. On a des entreprises de commerce, on a des entreprises de services, on a des entreprises industrielles. On en a qui font 4 personnes, on en a qui font 1000 personnes. Tout ça, ça se mélange ensemble et ça se mélange très bien. Et c'est très riche. Les petites inspirent les grosses. Et puis par les logiques qu'on peut avoir sur certains sujets de service, eh ben, ça peut avoir des intérêts pour les industriels et vice-versa. Bon, voilà, là c'est juste pour le retour qu'on a eu sur le premier programme qu'on a mené. C'est très positif et vraiment les dirigeants qui ont participé ont trouvé leur compte. Ça c'est vraiment la méthode telle qu'on la pratique et les points qu'on a ajoutés nous. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'on resitue ça dans les contextes de la décarbonation au niveau national. Donc au niveau national, vous voyez en bas, on a des PCAET qui sont établis dans les différents EPCI. On a des contrats de transition écologique et tout ça, c'est animé par une planification écologique au niveau national. Et puis à côté, quelque part,
on a ces démarches individuelles volontaires, d'entreprises qui ont envie de s'engager dans cette aventure. Quand on regarde le programme qu'on a mené nous, il est à l'échelle de la Normandie et de l'Île-de-France que vous retrouvez ici. Et donc, ce qu'on a tenu à faire, c'est à faire une complémentarité. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à travailler, c'est-à-dire qu'à aucun moment on veut venir en concurrence, à aucun moment on veut discréditer surtout pas ce qui se fait ailleurs. C'est très bien ce qui se fait ailleurs, les contrats de transition écologique ils sont utiles, les PCAET ils sont utiles. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un lien supplémentaire pour mettre du lien entre tout ce monde. Toujours, encore une fois, avec la coopération territoriale et cette logique-là. Donc nous, notre projet Actancet, alors, une fois qu'on a fait ces premiers projets pilotes, on nous a demandé de mettre à disposition des territoires l'expérience telle qu'on l'a vécue. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est la dernière partie de mon intervention, c'est de dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a fait, on propose maintenant d'apprendre à des territoires à s'inspirer de ce qu'on a fait pour qu'ils fassent la même chose à leur niveau, à leur façon, en fonction de leurs caractéristiques territoriales et en fonction des acteurs en présence. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on capitalise ce qu'on a construit et on le met à disposition de tout le monde. On est largement financé par ça, par un programme avec l'ADEME. Donc dans cette logique, c'est du bien commun qu'on produit. Et tout un chacun qui voudrait s'emparer de cette documentation telle qu'on l'a conçue, c'est quelque chose qu'on partage. S'il faut prendre 1 heure de visio pour partager un peu plus ce qu'il y a autour, on fait 1 heure de visio sans problème et avec grand plaisir. Ensuite, on est maintenant habitué à identifier des territoires. On a 6 territoires sur les 10 qui sont visés ici, qui sont déjà en cours de démarrage entre la Normandie et l'Île-de-France. Donc s'il y a des territoires qui voulaient venir à notre contact pour comprendre quelles sont les clés les facteurs de succès de la mise en place d'un projet de ce type-là sur leur territoire, on partage aussi ce sujet-là facilement. Et on peut aussi aider ce territoire à identifier si oui ou non il y a des bons acteurs en présence. Et ce qu'il faudrait faire pour les compléter si ce n'était pas le cas. Et puis après, on peut aussi, et on est subventionné pour ça sur l'Île-de-France et sur la Normandie, mais on sait aussi accompagner ces territoires. Et tout ça, ça participe surtout, et c'est ça qu'on cherche, à la mise en place d'écosystèmes d'acteurs locaux territoriaux sur ces sujets de décarbonation. Et encore, on prend le prisme de la décarbonation au départ, mais clairement, quand on prend le prisme de la décarbonation, on va aller traiter, il y a des liens qui ont été faits entre les différentes limites planétaires et les émissions atmosphériques. Grosso modo, quand on traite de la décarbonation, on traite 8 des 9 limites planétaires, si on le fait comme il faut. La 9e, c'est la biodiversité. Donc il y a un vrai point d'attention à avoir quand on traite de la décarbonation, à ne pas être contre-productif sur la biodiversité. Mais à partir du moment où on a cette vigilance-là, on arrive à adresser les 9 limites planétaires. Donc concrètement, les projets tels qu'on les mène, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à entrer dans des démarches de décarbonation très chiffrées. Vraiment, je n'ai pas cité cette caractéristique-là de la méthodologie ACT, mais au moment de l'étape 4, le plan stratégique, chaque levier qui est visé de mettre en œuvre est quantifié dans les gains attendus en termes d'émissions carbone. Donc ça permet vraiment de construire une trajectoire de décarbonation de l'entreprise. Ça, c'est la seule démarche, même le SBTI, si vous connaissez cette démarche-là, ne fait pas aussi précisément cette quantification des gains attendus. Ça embarque les entreprises les plus nombreuses. Concrètement, effectivement, nous, nos programmes, ils s'adressent avant tout aux PME, ETI, éventuellement aux TPE pour certaines qui sont très engagées, et pas trop forcément aux grands groupes, puisque les grands groupes, en général, ils ont déjà leur propre démarche et leur propre capacité à mener ce genre de programme. Par contre, là où on va intéresser les grands groupes, c'est que c'est pas forcément facile pour eux de faire diffuser ça dans leur chaîne de valeur. Et donc de faire un programme acte collectif comme ça sur un territoire, ça peut permettre à ces grands groupes de plus facilement embarquer leur chaîne de valeur et leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Ça minimise le reste à charge pour les entreprises, c'est très largement subventionné par l'ADEME, tous nos programmes. C'est une approche territoriale qui mobilise, et puis c'est une participation concrète au PCAET du territoire. Les acteurs économiques, en général, c'est autour de 35% des émissions de gaz à effet de serre sur un territoire. Donc quand on arrive avec ce genre de méthodologie, on touche 35%, enfin on a une assiette de 35% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà à peu près à quoi ça peut ressembler ce qu'on voulait vous présenter ce matin, et après cet après-midi, pardon, on sera disponible pour les questions-réponses. Merci beaucoup Florentin pour cette présentation. Est-ce que dans ces démarches-là, est-ce qu'on voit effectivement que la coopération interentreprises est vraiment importante?
Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, des éléments qui permettent de voir s'il y a des choses qui favorisent ou justement qui freinent cette dynamique en fait, collective? Alors, les freins en fait, le fait de faire une approche territoriale fait que les entreprises se connaissent déjà pour la plupart avant. Donc le fait qu'elles se connaissent avant, ça accélère la prise de confiance et ça permet d'aller plus vite dans la mise en œuvre de ce qu'on veut faire. Le fait que ce soit territorial aussi, c'est assez facile sur les questions de concurrence. Il y a quelques territoires sur lesquels il y a des activités qui sont très concurrentes. Par exemple, on prend la vallée du décolletage du côté des Alpes. Là, effectivement, si on fait un projet territorial, elles sont toutes concurrentes et elles vont avoir du mal à causer ensemble. Sur l'ensemble des autres territoires français, c'est assez rare. Et nous, en tout cas, chez nous, il n'y a pas du tout de concurrence sur le territoire. Et donc, ça libère la parole assez facilement. Donc, en fait, faire ça sur cet aspect territorial, c'est plutôt dynamique que freinant. Après, ce qu'on peut trouver comme frein, c'est que quand on cherche à mélanger les acteurs publics et les acteurs privés, les horizons de temps sont tous très très différents. Et là, pour le coup, ça peut être plus difficile. Maintenant, c'est justement bien qu'on les confronte, parce que c'est en apprenant à fonctionner ensemble qu'on va arriver à générer ce qu'on cherche pour l'avenir. Et tout à l'heure, on parlait de... Oula, c'est fort. On parlait de... Non, vraiment, ça ne veut pas. Qu'est-ce que je disais? Du coup, j'en ai perdu mon fil. On parlait d'embarquer, oui, les sociétés donc, qui sont plutôt de taille moyenne et pas les grands groupes. Est-ce qu'il y a un secret Est-ce qu'il y a un secret, justement, pour embarquer ces entreprises de taille moyenne? Il y a une recette, un petit truc qui fait que ça marche plus facilement? Alors, il y a un secret, c'est l'écosystème. C'est-à-dire qu'on arrive à mobiliser à la fois des syndicats patronaux, à la fois des groupements interprofessionnels, à la fois des agents de l'EPCI. Et quand tout ce monde-là se met ensemble autour du projet, c'est aidant. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ça ne se passera pas d'aller les chercher un par un. C'est-à-dire qu'on a tous fait un rêve, c'est qu'on fait un webinaire et tout le monde, il y a 200 personnes au webinaire et à la fin on a 15 entreprises qui s'inscrivent. Ben, ça n'existe pas, c'est clair. Éventuellement, il y en a quelques-uns qui viennent au webinaire, et encore, c'est de moins en moins fréquent. Mais sinon, c'est par relation. C'est de dialogue entre pair à pair. J'ai réussi à en convaincre un, je suis allé le voir chez lui. Je lui ai dit, alors, est-ce que tu aurais des copains qu'on pourrait emmener? Et c'est vraiment très affectif là-dedans, souvent. Parce qu'il y a des gens à qui tu penses qu'on pourrait emmener dans notre affaire. Et de fil en aiguille, on arrive à constituer une cohorte d'entreprise. L'ordre de grandeur, il faut le savoir, il faut s'y préparer avant. C'est que pour une entreprise acquise, il faut avoir... nous, le taux de transformation qu'on a eu, c'est à peu près 1 sur 4. C'est-à-dire que pour avoir 12 entreprises, on en a vu 48. Et 48, à chaque fois, sur les 48, on a passé grosso modo une demi-journée. Le temps de préparer, le temps d'aller les voir physiquement chez eux, de leur mettre en perspective la démarche par rapport à leur activité, de les relancer 2 ou 3 fois. Voilà comment ça se passe. Alors, ayant eu la chance de participer justement au lancement de cette action avec des témoignages de nombreuses industries qui avaient fait justement ce programme sur l'heure, c'était effectivement, c'est une solution, je trouve, très, très motivante d'avoir justement cet enthousiasme que j'ai pu voir concrètement chez les entreprises qui avaient fait cette démarche-là. Voilà, il y a moyen, si vous souhaitez, sur Internet, de retrouver ces témoignages, si jamais vous avez des doutes, de voir d'autres qui sont embarqués, qui ont réussi aussi à transformer leur stratégie et s'adapter, de voir de nouveaux horizons. En fait, c'est très impactant pour l'entreprise et justement, ça permet d'avancer dans cette décarbonation. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Sinon, vous aurez un temps aussi de questions-réponses à la fin de toutes les interventions. Alors, je suis pas dans le Nord parce que j'ai une caractéristique, c'est que je suis normand. Voilà, c'est comme ça. En fait, j'ai commencé à côté de chez moi. La petite histoire, c'est que moi, je suis le secrétaire de l'association locale, du groupement interprofessionnel local. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mobiliser nos voisins, en fait. Et de là, on en a agrandi le cercle au fur et à mesure. Donc là, on joue entre la Normandie et l'Île-de-France parce que il y a une structure interrégionale d'État qui s'appelle le CPUR Vallée d'Assène, et c'est eux qui sont venus nous stimuler. Maintenant, si vous avez envie qu'on vienne vous accompagner dans les Hauts-de-France pour mener des programmes de ce type-là, j'irai pas faire l'acteur principal, et c'est surtout pas mon optique, parce que je serais maladroit et je serais pas légitime concrètement. Par contre, d'aider des acteurs qui auraient envie de le faire, ça, je le fais avec grand plaisir. Oui. Il y a l'ADEME qui existe, il y
il y a Écosystème D, il y a la TUC, il y a pas mal d'acteurs sur le territoire. Il y a l'F3 qui est très engagé. Et donc, si ces acteurs existent, soit ils sont autonomes, et dans ce cas-là, moi je souhaite absolument laisser la place aux acteurs existants, et il n'y a pas de raison que j'intervienne. Soit ils ont juste besoin d'un petit déclencheur, c'est-à-dire que ça les intéresse d'avoir la documentation de la façon dont on a construit l'accompagnement collectif. Et dans ce cas-là, je partage la documentation avec plaisir. Ça leur est utile, tant mieux. Ça leur est utile, mais ils préfèrent faire un peu autrement, bah, c'est bien aussi. Et puis ça leur est pas utile, bah, ça n'aura pas coûté grand-chose ni à moi ni à eux. Donc ça, c'est franchement en fonction de ce que chacun, des envies de chacun et des besoins de chacun, qu'on peut faire des choses. C'est pas vous qui avez donné des conseils à ExxonMobil à Gravenchon? Alors, non, ils sont un peu trop gros pour nous, et je vous cache pas qu'il y a quelques sujets qu'on aurait du mal à aborder. Alors, je vous propose maintenant d'enchaîner avec justement les panoramas d'aide, enfin d'état des lieux et panoramas des accompagnements possibles avec l'ADEME. Oui, merci pour la transition. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, parce que c'était très bien dit, mais de fait, la transition environnementale, c'est plus une option, c'est vraiment maintenant une question de survie pour les entreprises. Si on prend rien que le périmètre régional des Hauts-de-France, l'industrie c'était 15 millions de tonnes de CO2, et les questions de transition environnementale, c'est vraiment maintenant des questions de pérennité pour l'ensemble du tissu économique national et régional. Le but maintenant, c'est de réussir à transformer ça, et on en est convaincu, en un atout pour pouvoir pérenniser la transition, l'activité. Encore de plus, si on regarde les différents objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2050, donc c'est la stratégie nationale bas carbone, c'est 35% d'ici 2030, c'est une neutralité carbone au niveau national d'ici 2050. Ça ne se fera pas sans les industriels et sans les entreprises. Quasiment la moitié des leviers de décarbonation qui sont activables pour pouvoir répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone sont mobilisés chez les entreprises. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a reconnu que les entreprises sont portées à la solution, il s'agit, côté ADEME, nous, de pouvoir mettre en place les outils pour pouvoir vous aider. C'est une tendance qui s'est vue quand même, côté ADEME, largement augmentée ces 5 dernières années, notamment depuis le Covid. On peut le voir, hein, mais là, on a atteint quand même en 2024 un budget de d'un peu plus de 3 milliards d'euros, donc 2,5 milliards à destination des entreprises. Notamment abondé par le France 2030, qui est le fonds pour lequel l'ADEME est opérateur. C'est pas purement du budget ADEME, voilà. 52% qui sont des aides à l'investissement, c'est plus de 9500 entreprises accompagnées sur des thématiques quand même très, très variées, donc qui vont de l'efficacité énergétique, qui vont de l'électrification de process, de la chaleur renouvelable, de gestion des déchets, etc. Donc voilà, un petit bonus. L'objectif, depuis ces 5 dernières années, a été côté ADEME de pouvoir développer une offre et de proposer un accompagnement un peu sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de la position de peu importe où un industriel ou une entreprise est dans sa stratégie de décarbonation, de pouvoir l'accompagner. Donc ça va des prémices à la sensibilisation, puis à l'aide à la planification et à la connaissance de son site, à la formation, à l'investissement finalement, et à la fin, l'aider à la valorisation, ensuite à pouvoir diffuser ces méthodes. Si on fait un petit focus maintenant sur concrètement qu'est-ce qui existe, et notamment, je vais faire le focus sur l'industrie, parce que c'est notamment le sujet que je m'occupe et qui nous a réunis aujourd'hui. Si on parle de côté sensibilisation, l'ADEME a mis en place des MOOC pour initier une transition. On a également quand même un certain nombre de publications et de ressources documentaires sur la librairie de l'ADEME pour pouvoir vous aider. Je pense notamment par exemple au plan de transition sectorielle, qui sont des travaux quand même assez colossaux sur les 9 plus grands secteurs de l'industrie en France, sur quels sont pour ce secteur-ci, quelles sont les perspectives de décarbonation d'ici 2050, quelles sont les solutions techniques qui sont matures, quelles sont celles qui ont besoin encore d'être développées, comment est-ce qu'elles peuvent être mises en œuvre, combien ça coûte, etc. Quelle transformation ça implique sur l'ensemble de la filière.
Voilà, c'est vraiment des super bons travaux et qui sont accessibles à tous. L'aspect sensibilisation, ensuite également, il peut être accompagné par des dispositifs qui sont là, pas gérés par l'ADEME, mais je pense notamment au diagnostic de la BPI, donc les diags décarbonation, Ecoflux, qui sont aussi pareil, les premières aides et les premiers dispositifs à mettre en œuvre pour vraiment commencer à connaître son site et à savoir, voilà, qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que j'émets, qu'est-ce que je génère comme déchets, etc. Et ensuite, à partir de là, on peut vraiment se demander, à partir de là, comment est-ce que je planifie, quels sont mes prochains objectifs d'ici les 15-20 prochaines années pour pouvoir décarboner mon site. C'est là qu'intervient, donc, alors pour l'industrie, on a formé tout ça dans un package Pacte Industrie, mais donc, qui regroupe notamment le dispositif ACT. On pense à ACT pas à pas, on pense ACT évaluation une fois que vous avez réussi à faire votre feuille de route, aux différentes études de faisabilité, une fois que voilà, les premières solutions commencent à émerger sur un site, s'il y a besoin de faire une étude pour pouvoir l'approfondir, voilà, c'est des études qui peuvent être financées jusqu'à 50% par l'ADEME. Des études aussi on appelle ça de mix énergétique. C'est, j'ai plusieurs idées où je ne sais pas exactement ce que je veux mettre en place comme mix énergétique sur mon site dans les prochaines années. Est-ce que je peux mobiliser la géothermie? Est-ce que je peux mobiliser du solaire thermique, de la chaleur renouvelable, la récupération de chaleur, de la biomasse, etc. Sur les formations, c'est également quelque chose qui est inclus dans le pacte industrie, qui sont en train d'être mis en place. C'est des formations à destination aussi bien des référents énergie que des directeurs de sites industriels sur des formations plus financières pour vous aider à trouver quels leviers sont mobilisables pour m'aider à financer des projets de décarbonation. Voilà, c'est des formations maintenant qu'on met en place côté ADEME. Tout ça pour ensuite arriver jusqu'au éventuellement aux aides financières. Donc c'est voilà, une fois que j'ai ma feuille de route de décarbonation, je sais où je vais aller, comment je vais faire, et que je suis prêt à déclencher un investissement, on est là également pour vous accompagner. Je pense par exemple au fonds chaleur de l'ADEME, qui est vraiment lui le fonds historique de l'ADEME, qui aide toute la mise en place de chaleur renouvelable. Donc ça passe par la récupération de chaleur fatale, la mise en place, donc encore une fois, de biomasse, de solaire thermique, de méthanisation, de gaz renouvelable, etc. On pense également, par exemple, aux différents appels à projets sur France 2030, donc Décarb Inde qui est un appel à projet pour vous aider à financer des projets de décarbonation de plus de 3 millions d'euros. Donc là, on est vraiment sur des dispositifs, des investissements massifs qui évitent au moins 1000 tonnes de CO2, qui sont des dispositifs nationaux, de plus en plus concurrentiels, puisque, j'y reviendrai, mais très sollicités. Et voilà, qui vont financer des projets. Je pense par exemple à l'électrification de procédés. Je pense par exemple à l'intrant de matières alternatives, à de l'efficacité énergétique, etc. Voilà, tous ces gros projets. Et pour les projets de plus petite envergure, et notamment sur la destination des PME et des EPI, on a Décarb Flash, qui lui donc, est plus en mode guichet, et pas vraiment un appel à projet, où on a mis un certain nombre d'actions éligibles. Pareil, sur à peu près les mêmes thématiques, d'efficacité énergétique, d'électrification, de récupération de chaleur fatale. Donc pour tous les projets de moins de 3 millions d'euros, pour pouvoir venir encore une fois que l'ADEME puisse vous accompagner. Et donc ça c'est un peu l'offre globale des investissements. Ça s'abonde également par des aides pour les projets de R&D, pour les industriels, pour aider à émerger des projets. C'est également, on ne va pas oublier tout le côté économie circulaire, pour l'éco-conception de produits, la gestion des déchets, etc. Et également, à la fin, la valorisation. Donc, on pense par exemple à l'aide lorsque un site industriel devient ISO 50001 et met en place un système de management de l'énergie. On s'associe toujours dans le package Pacte Industrie à la mise en place d'une prime. Voilà. D'une manière globale, c'est un peu le panorama des aides que met en place l'ADEME et que on espère continuera à mettre que l'ADEME continuera à mettre en place dans les prochaines années pour pouvoir accompagner les entreprises. Merci beaucoup. Alors j'ai une question. On voit qu'il y a des programmes pour tout type d'entreprises, à la fois effectivement des grands groupes ou des plus petites structures. Ça couvre également différentes typologies de projets. Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent plus que d'autres ? Alors, plus que d'autres, je ne sais pas. On voit quand même que les fonds historiques de l'ADEME, type fonds chaleur, récupération de chaleur fatale,
Efficacité énergétique. On va dire les actions qui commencent à être assez simples à mettre en place et les premières places, on en voit de plus en plus. Alors c'est quand même assez témoignage d'un fort passage à l'action et d'une forte prise de conscience de la part des industries et des entreprises. Et de fait, on continue à venir les aider. Mais voilà, c'est vraiment pour l'instant les actions clés qu'on voit beaucoup et qui seraient mises en place par beaucoup d'industriels, parce que c'est la première brique, et même ce que côté ADEME, on incite à mettre en place avant de passer sur des projets beaucoup plus structurants à l'échelle d'un société industriel, type changement complet d'un mix énergétique, passage à genre, de la biomasse ou du gaz renouvelable. Avant, ce qu'on demande, c'est quand même passer par de la sobriété, passer par de l'efficacité énergétique, réduire vos consommations. Et voilà. Et ces types de projets-là, qui sont en plus, pour pas mal de dispositifs ADEME, cofinançables avec des C2E, qui sont des investissements privés, vraiment, on va dire, ont beaucoup de succès, mais en tout cas sont de plus en plus mobilisés depuis ces 5 dernières années, c'est sûr. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, on se tient à la fin pour échanger avec vous. Ça marche. C'est juste, c'est une réflexion que je vous partage. C'est vrai que là, les enjeux sont mondiaux, les orientations aussi, les engagements aussi. Donc ça favorise vraiment cet engagement de l'État forcément auprès des entreprises sur ce sujet d'atténuation plus que d'adaptation. Et bon, nous, au niveau prévention des risques majeurs, on est beaucoup sur l'adaptation et la sécurisation des entreprises par rapport aux impacts possibles des aléas naturels, en particulier sur les entreprises. Et je m'étonne vraiment de la différence du montant des aides entre les deux approches, alors que en fait, c'est quand même lié par rapport à la problématique de dérèglement climatique. Il y a un fossé. En termes de réponse, je n'ai pas tant de réponses que ça à vous apporter, si ce n'est que avec les outils qu'on a, mais aussi que c'est quelque chose qu'on essaie de pousser de plus en plus côté ADEME, tous ces sujets d'adaptation au changement climatique. Alors, par exemple, pour l'année prochaine, c'est quelque chose qu'on pousserait fort et je pense que ça va se faire, mais je n'ai pas ma main coupée non plus. Mais en tout cas, ce qu'on travaille, c'est que ça devienne un prérequis, qui est tout un diagnostic d'adaptation et de vulnérabilité de chaque site industriel qui fait une demande d'aide à l'investissement côté ADEME. C'est de venir regarder, mon site et mon projet, d'ici 2050, comment sera mon site? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a vocation à être résilient? Est-ce qu'on va pas... Parce qu'il y a clairement un danger côté finances publiques, c'est est-ce qu'on ne va pas venir financer un projet qui finalement dans un monde à 2050 n'est pas du tout tenable, techniquement n'est pas viable, et que finalement va être démonté, qu'on aura financé un peu des actifs échoués, on va dire, d'ici les 10-15 prochaines années. Donc nous, clairement, ce qu'on pousse côté ADEME, c'est que ce soit vraiment un prérequis pour pouvoir venir financer des projets. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Ça, et c'est vrai que je n'ai peut-être pas insisté aussi non plus, et la présence vraiment d'une feuille de route de décarbonation, et typiquement évaluée d'ailleurs par acte évaluation, donc comme tu l'as expliqué, c'est quelque chose qui, de plus en plus vont devenir même bientôt, et le plus tôt possible, on pousse la côte ADEME, un prérequis pour ensuite pouvoir déclencher des aides à l'investissement, pour inciter vraiment ce passage à l'action, et à la réflexion du côté des industriels. Merci beaucoup. Alors maintenant, envisageons une autre alternative avec Benoît Deltour, qui est référent décarbonation chez GRDF pour les Hauts-de-France, qui va nous emmener vers des alternatives d'énergie renouvelable et puis comment verdir le gaz, parce que c'est aussi une possibilité de décarbonation. En effet. Et pourquoi verdir le gaz déjà? Parce que c'est vrai que le gaz c'est fossile, c'est carboné. Je veux dire, à quoi ça sert, hein? On le supprime et puis c'est bien plus facile. Pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait en France, on consomme à peu près 1600 TWh. La moitié c'est du pétrole. Un quart c'est du gaz, un gros quart, et un petit quart c'est l'électricité. Donc c'est vrai que l'idée de se dire, et la seule énergie pour l'instant en grande majorité décarbonée, c'est l'électricité. Donc réussir à décarboner tout à l'élec, même si on a des actes de sobriété, c'est quand même pas simple.
Donc de fait, on part du principe, et d'ailleurs il n'y a pas que nous qui le disions, hein, il y a plein de scénarios, hein, notamment les scénarios de l'ADEME, hein, qui confirmera, je pense. On a besoin malheureusement de gaz à l'avenir, et là c'est des projections qu'on voit en 2050. Excusez-moi, on parle énergie globale avec les carburants? Ouais, c'est ça, tout compris en France, ouais. Ouais, en effet. Donc c'est pour ça en effet que le transport représente pas mal dans le pétrole, quoi. Et c'est vrai que de toute façon on doit décarboner l'ensemble en fait des usages, mobilité comprise. Donc voilà, donc on se projette en 2050 et on se dit donc voilà, en gros c'est de dire bon, tout passe à l'élec, il faudrait faire x4 sur les moyens de production et même pas sur la moyenne, sachant qu'il y a des pointes, enfin, très honnêtement c'est injouable. Donc de fait, tous les scénarios, que ce soit Négawatt, l'ADEME, RTE, enfin même les RTE, les électriciens, on arrive à la conclusion qu'en 2050 on a besoin de gaz. Et évidemment pas de gaz fossile, ça c'est pas du tout le but. Donc on a besoin de verdir le gaz. Et en fait on a deux actions finalement qu'on entreprend jusqu'en 2050. C'est déjà réduire les consommations. Alors la donnée n'est pas... Vous voyez tout à gauche à 381, c'est 380 TWh de gaz. Vous voyez, quand je disais un quart, on n'est pas loin. Aujourd'hui on est même à 360. Tous les années ça baisse. Il y a quelques années on était à 450. Donc on voit, et heureusement, les volumes de gaz baissent. Et allez, oui, tant mieux, heureusement que ça... pourvu que ça dure. Alors, est-ce que ça se reporte sur une autre énergie? Non. Enfin, si, en partie. Sur l'électricité notamment, il y a un peu la biomasse. Mais par contre, il y a quand même un élan globalement de baisse des consommations en France, quoi. Mais en effet, il y a un transfert, en fait, notamment vers l'électricité, quoi. Le gros problème, c'est qu'en fait, on en aura l'électricité un quart... on a raison. Non, mais... Pour savoir, vous avez raison de poser la question, c'est intéressant. Mais en effet, on arrive vite en fait à la limite en fait du système électrique, quoi. On vise donc, vous voyez, en fonction des scénarios entre 160 et bon, scénario 4 de l'ADEME, on y croit moyennement. Plutôt, on va dire que la moyenne est plutôt entre 200 et 250 TWh en 2050. On est encore aujourd'hui, bon pas à 380, c'est en 2003, mais en 2024 on était à 360. On a besoin encore de faire des efforts, mais en fait il y a deux actions, c'est on continue de baisser les consos et on verdit. Et comment on verdit? Est-ce qu'on a d'ailleurs le potentiel de verdir? Et c'est là en fait où ça devient intéressant, c'est que pour verdir le gaz, on va se servir de déchets, de différents types de déchets et différentes technologies qui vont permettre de transformer les déchets en énergie. La plus importante, la plus connue aujourd'hui, c'est la méthanisation. Donc vous voyez, là on se projette plus sur le potentiel, hein, le potentiel global en fait, qui est tout à droite du graphique. En fait, on voit qu'avec les différentes technologies et différents déchets traités, en grande partie, en tout cas les trois premières, là, pyrogazéification, méthanisation et gazéification hydrothermale, c'est que des déchets, on arrive largement à couvrir les besoins de demain. Et aussi, si on vient rajouter la méthanation et l'hydrogène, qui est aussi, je parlerai juste après, mais il y a aussi une voie de décarbonation, on arrive finalement à un potentiel global, et franchement assez pessimiste presque. On en a largement d'autres sous le pied de potentiel, de 420 TWh pour un besoin de demain situé entre 200 et 250. Tout ça pour dire, on a largement de quoi faire. Il reste encore à faire, hein, il n'y a qu'à Faucon. Mais en tout cas, on a largement de quoi faire en termes de potentiel de déchets pour pouvoir transformer finalement le gaz fossile d'aujourd'hui en gaz vert de demain. Alors, il y a aussi une opportunité en ce moment pour les industriels. Parce qu'en fait, la méthanisation, je m'arrête juste à la méthanisation, je vais faire un petit focus sur la technologie finalement la plus mature. Aujourd'hui, il y a pas mal d'industriels qui méthanisent déjà depuis des années. En fait, nous, chez GRDF, on a découvert un peu le sujet en 2011, parce que c'est la première unité qui est injectée dans notre réseau. Et en fait, la méthanisation, ça existe depuis plus de 100 ans, hein, ça n'a rien de nouveau. Hein. Mettre des déchets dans une cuve en attendant que ça fasse du gaz, ça se fait partout, et ça se fait depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui est à saisir, et je voulais passer le message, c'est qu'en fait, on a obligé, pour booster justement ces productions de gaz vert, on a obligé en fait chaque fournisseur de gaz à avoir une part de gaz vert dans leur appro. Donc aujourd'hui, les Engie, Total, EDF, qui représentent la majorité, 90% des ventes de gaz en France, sont obligés en fait d'avoir une part de gaz vert. Ça, c'est une réglementation qui est assez récente, qui date de mi-2024, au moment de la dissolution de l'Assemblée, hein, par Emmanuel Macron, si vous avez la date en tête. Et donc, et la part, elle est assez croissante. Alors, c'est pas grand-chose vis-à-vis du volume global de 360 TWh, puisque ça représente 10 TWh en 2028.
Mais 10 TWh, c'est quand même assez conséquent, parce qu'aujourd'hui, on injecte depuis des années que 13 TWh. Donc on demande finalement à ces entreprises, que par ce système, de pouvoir financer finalement 10 TWh de plus en 3 ans. C'est un défi qui est... c'est un gros challenge. Et c'est un gros challenge, et pourquoi en fait pourquoi ils vont le faire? C'est pas juste une intention, c'est que s'ils ne le font pas, la pénalité est de 100 € plus le prix du gaz naturel, à la louche, en 130-135 € du mégawattheure. Donc aujourd'hui, ces acteurs sont prêts à acheter du gaz vert à 115 € du mégawattheure, ce qui est une opportunité assez importante pour les gens qui veulent produire du gaz vert. Ça, mais encore, il faut construire les méthaniseurs, c'est un peu compliqué, mais un truc qui est beaucoup plus simple, c'est que les gens, depuis des années, qui déjà produisent du gaz vert dû à leur process industriel. On est dans le Nord, la frite, producteur de frites, je découpe mes pommes de terre, je lave. Les eaux, je les envoie pas en station d'épuration, je passe d'abord par un méthaniseur. Pourquoi? Parce que ça vient décharger ma station d'épuration. À la base, ils ont fait ça pour ça. Le gaz vert, c'était anecdotique. Il y en a même qui le torchaient, ils l'utilisaient même pas. Et aujourd'hui, ce qui était torché ou utilisé un peu vulgairement dans une chaudière pour en faire de l'énergie, aujourd'hui, ça vaut 115 € du mégawattheure. Donc c'est vraiment une belle opportunité. Et c'est une opportunité, donc, en injectant, donc, ils en tirent un profit de 115 € du mégawattheure. Et l'idée, c'est bien évidemment de ne pas revenir en arrière sur la décarbonation, de le faire au même niveau, c'est-à-dire que l'autoconsommation qui était dans l'entreprise, on ne vient pas en fait l'enlever, on vient la substituer par une autre énergie renouvelable. Donc c'est vraiment en fait le message que porte GRDF aujourd'hui et que moi je pousse personnellement en tant que référent décarbonation, c'est que vous avez du gaz vert, vous l'autoconsommez, injectez-le, vous allez déjà avoir une manne financière qui va permettre de financer d'autres actifs de production verts et qui permettra d'investir dans d'autres solutions de décarbonation. Et là-dessus, le GRDF, comme on a besoin, on accompagne la baisse des consommations, que demain en fait l'énergie renouvelable soit du gaz vert, de la biomasse, de l'électricité ou n'importe quoi. Finalement, en fait, ça nous convient très bien. Nous, ce qu'on souhaite tout simplement, c'est garder un talon en fait, de gaz chez nos clients, et notamment de gaz vert, quoi. Donc voilà, un peu la nouvelle stratégie de GRDF et comment on souhaite accompagner les clients demain. Donc c'est GRDF qui rachète plus cher du gaz? Non, nous malheureusement, c'est pas nous, c'est des acteurs, en fait, les fournisseurs de gaz, ceux qui vont vous vendre le gaz en France. Il y a 3 gros majors, c'est EDF, Total et Engie. Ils rachètent en effet le gaz vert à 115 € du mégawattheure pour éviter de payer une taxe à 130. D'accord. Et donc l'industriel, plutôt que de s'en servir en autosuffisance en fait, pour faire son énergie, sa vapeur, donc l'idée c'est qu'en effet, ce qui était autoconsommé... Il y a quelqu'un qui lui rachète plus cher. C'est ça, 115 €. Pour éviter les pénalités. Et lui, en fait, comme il n'a plus rien pour faire sa vapeur et tout, il devra lui racheter quelque chose. C'est ça. Merci, c'est exactement ça. Non, mais c'est bien de... Je vais assez vite, mais non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, vous imaginez... Est-ce qu'on peut appeler ça un modèle? Attendez. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bah si, justement, parce qu'en fait, l'idée c'est que c'est pas un modèle fiscal. C'est en fait une opportunité sur le marché. Et en fait, ça vient en fait globalement, écologiquement, avoir quelque chose qui est beaucoup plus robuste et qui est plus écologique. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, je produis du gaz vert, je l'autoconsomme. Ok? Demain je l'injecte. C'est pareil on est d'accord, c'est pareil pour l'environnement. Vous l'autoconsommez, vous l'injectez sur le réseau et quelqu'un d'autre consomme, c'est pareil. Par contre l'idée, c'est pas d'en rester là, c'est qu'en fait la part qui était autoconsommée, on vient la remplacer par une autre énergie renouvelable. Donc vous avez à la fois la production de gaz vert qui est injectée, plus une énergie renouvelable qui va venir en plus compenser l'autoconsommation pour être au moins au même niveau de décarbonation qu'avant. Voilà en fait ce qu'on propose et comment on souhaite accompagner nos clients. Est-ce que c'est clair de ce que c'est un peu... Ouais. Donc, Merci pour cette présentation. Est-ce que justement aujourd'hui, est-ce que les industriels, je pense que c'est les plus concernés, se sont informés justement de ces opportunités? Alors, parce que c'est vrai qu'économiquement, quand même, on se dit il y a pas mal à gagner. En effet, mais alors on arrive à des freins au changement, comme dans tout changement. C'est qu'en effet, déjà le succès est assez peu connu. Sur le coup, on souhaite d'ailleurs que l'ensemble de la filière puisse en parler, parce qu'on trouve que c'est dommage de passer à côté. Et c'est dommage de ne passer à côté de générer de nouvelles énergies renouvelables en fait, chez les industriels. Et après, les industriels sont souvent focusés sur ça peut paraître un peu curieux, mais ils sont assez focusés sur leur procédé, leur process. Et c'est vrai ce qu'il y a un peu à côté,
eh ben, c'est pas prioritaire. Même s'il y a une opportunité écologique, même s'il y a une opportunité financière, aujourd'hui, en effet, c'est pas toujours dans les priorités. Et c'est toute une mise en œuvre de rendez-vous, aussi en faisant avec la filière, parce que là, je parle au nom de GRDF, mais l'idée, c'est que tout le monde en parle, pour faire en sorte que du coup, ça soit pris en compte et que ça vienne un peu plus en haut de la pile des priorités. Il faut dire aussi que le contexte géopolitique n'aide pas beaucoup depuis 2 ans en fait à transformer à la transition écologique. Je ne parle pas des aides de l'ADEME, hein, je parle de ce qui peut se passer notamment aux États-Unis. Les messages envoyés sont pas toujours des signaux très positifs pour investir, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ces dernières présentations? Oui, bonjour, Mathieu Revière, Écosystème D. La logique aussi, elle repose sur un coût d'achat à 115 €. Est-ce qu'il y a une pérennité de ce prix d'achat? Parce que ça veut dire des investissements potentiels, et il faut que c'est une certaine stabilité dans le temps, ce prix de rachat. En effet, il y a différentes politiques, hein. Aujourd'hui, Total est plutôt... Alors, le système, l'imposition, c'est juste c'est 10 TWh pour 2028. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité après coup. Cela dit, certains acteurs, notamment EDF et Engie, donc les deux majors, quoi, sont persuadés que de toute façon ça va se pérenniser et on va demander un effort supérieur dans l'avenir. Donc aujourd'hui, EDF signe, notamment EDF et Engie aussi, signent des contrats sur 15 ans. Donc en effet, il y a une pérennité avec des temps de retour, parce que là, on n'en a pas parlé, mais les temps de retour, en fait, pour transformer le biogaz en biométhane et l'injecter, c'est maximum 1 an. Hein. Donc on a des contrats de 15 ans sur des choses qui s'amortissent en 1 an. Donc en effet, l'équation économique est plus que favorable. Oui, bonjour. Donc Guillaume, de l'usine des Dunes. Le changement de typologie du gaz qu'on va avoir dans le réseau va nécessairement avoir des changements pour les industriels, notamment sur le pouvoir calorifique. Changer le pouvoir calorifique, ça demande un investissement colossal pour les entreprises. On doit changer les brûleurs, on doit changer les automates, on doit tout changer. Je vous rassure, il n'y a aucun changement. En fait, tout le gaz vert qui rentre dans notre réseau est exactement au spec du gaz naturel aujourd'hui. C'est le même, c'est juste que c'est produit de façon différente. En fait, on a des contrôles, on a des analyseurs en fait, à la sortie des productions de gaz vert. Et si le gaz vert n'est pas conforme, il retourne en tête d'installation. Donc pour les industriels, que le gaz vienne des déchets par méthanisation, pyrogasification ou autre technique, ou qui viennent de Russie, d'Algérie ou de Norvège, c'est exactement pareil. Vous n'avez aucune différence. On est très vigilant parce que notre premier métier, c'est quand même d'acheminer du gaz pour faire en sorte que ça puisse servir à tout à chacun et pas utiliser pas gêner les usages, quoi. Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en ai une, j'en profite, j'ai le micro. Est-ce que tout ça, justement, sous cette évolution sur les mix énergétiques, va avoir des conséquences, vous, sur vos réseaux et la gestion ou l'optimisation, justement, du réseau? Très bonne question, et ça en a déjà, hein, parce que tout ça évolue, il y a des secteurs qui consomment moins. On pense déclasser éventuellement certains réseaux pour acheminer d'autres types de gaz comme de l'hydrogène. On n'en a pas parlé, mais sur le coup je ne vais pas développer parce qu'on est pris par le temps. Mais en effet, l'hydrogène, c'est aussi un des vecteurs. Le CO2 est aussi une autre façon de décarboner, d'acheminer du CO2 et d'utiliser ou de le stocker, donc on est aussi sur ces sujets-là. Et puis tout simplement, aujourd'hui, historiquement, le métier de GRDF, c'est d'acheminer du gaz qui vient du réseau de transport. Aujourd'hui, on fait totalement l'inverse, comme le saumon qui remonte la rivière. Aujourd'hui, on achemine du gaz, on emmène du gaz, la production de gaz sur notre réseau, et on vient le remonter éventuellement sur le réseau de transport. Donc en fait, en effet, en termes de... Notre métier historique change beaucoup, c'est sûr, et on investit énormément dans les réseaux, notamment des possibilités d'accueillir plus de gaz vert qui sont produits en campagne et qui ne sont pas toujours en adéquation avec les consommations qui sont plutôt en ville, quoi. Enfin, si je caricature un peu les choses. Donc on a besoin en fait de lier finalement la consommation à la production, quoi, et vice versa. Donc en effet, on investit beaucoup sur les réseaux. Merci. Je vous propose de terminer cette table ronde avec une dernière intervention donc de Michel Germont de Ekiom qui va nous montrer comment justement le groupe, à travers le programme 4 décarbonation, a transformé donc cette solution en opportunité, voilà, pour atteindre la neutralité carbone.
Bah ouais, parce que c'est une filière à laquelle on a beaucoup cru et qui a exactement. En effet, tout ça pour dire qu'on parle beaucoup d'hydrogène décarboné, on parle de l'hydrogène vert. Électrolytique, il y a plein d'autres façons d'en produire, de façon plus ou moins bien faite, parce que ça part sur le charbon, évidemment, c'est une catastrophe. Mais par contre, si vous faites ça à partir de gaz naturel, sans émission de CO2, on a des technologies comme ça s'appelle l'hydrogène turquoise, ça c'est très vertueux. Et l'hydrogène blanc, enfin la voie majeure de l'hydrogène de main, c'est l'hydrogène natif. Minier, voilà, minier, exactement. Là, du coup, c'est même renouvelable parce que pour information, ça existe, c'est pas question. Ça existe depuis 10 ans au Mali. Et ça fait 10 ans en fait, que le puits en fait, n'est pas. On a toujours la même pression. Donc ça va se développer. L'hydrogène, pour moi, c'est le plus gros concurrent de la batterie. Et alors, il est difficile à produire sur ce gaz. Là, c'est ma dimension. Si on arrive à exploiter l'ensemble de l'hydrogène blanc sur le territoire, si on y arrive, on est le Qatar de l'Europe. Mais on coupe complètement tout ce qui est filière batterie, parce qu'on n'aura plus besoin de... Sur le coup, tant mieux. Non, mais... Oui. Non, mais c'est parce que... Dommage, il y a l'hydrogène à ce niveau-là. Non, mais quand on se dit ça, c'est qu'en fait... On a Dunkerque, attention. Si on va quitter les batteries... J'ai rien contre les batteries, mais si on a mieux... En fait, dans un cas comme l'autre, le moteur reste électrique. Par contre, quand on est dans le choix d'un modèle, c'est jamais la meilleure technologie qui s'impose, c'est toujours le meilleur mix économique, technologique. Et donc, si on a mis le cap sur la batterie et que c'est ce modèle qui s'impose, il est fort à parier que l'hydrogène en aura. Je repositionne aujourd'hui 50% de l'énergie en France c'est du pétrole. Le jour où on arrive à épuiser tout ça, les batteries, je pense, ont encore beaucoup d'avenir. Il peut y avoir de l'hydrogène demain, il y aura aussi des batteries. Ouais, mais les batteries, c'est pas de l'énergie, c'est un... Non, c'est du stockage. Ouais. Mais là, de toute façon, l'hydrogène, ça ne sera pas du stockage, ça serait de l'énergie propre qui serait utilisée directement dans les réseaux. Parce que c'est tellement difficile de l'avoir que pourquoi le brûler. Ah bah bon, c'est... Là, il serait possible sur le coup. Pas carboné, mais possible. Oui, avec l'hydrogène, non, mais on n'en est pas là. Allez-y, le cimentier, je vous en prie. Pas que cimentier, non. C'est nimbre, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc, je m'appelle Michel Germont-Pierroux, je travaille pour le groupe Ekiom, donc, producteur de ciment, béton, granulats, donc les sables, les cailloux et les graviers. Autrement dit, on est producteur de matériaux essentiels de construction, c'est-à-dire que ne serait-ce que la pièce dans laquelle on se trouve est entièrement couverte et permise par les matériaux qu'on produit. Bon, je ne vais pas vous faire la promotion du béton, du ciment et du granulat parce que c'est pas le but, et c'est pas non plus d'ailleurs la position que l'on adopte en tant que filière. Il y a quelques années, ça fait 3 ans que je suis arrivé chez Ekiom. Alors pour resituer, Ekiom globalement c'est 1500 collaborateurs sur 150 sites depuis 150 ans, et depuis 150 ans parce qu'effectivement nous exploitons la cimenterie Ekiom de Limbre dans le Domarois. C'est tout l'objet que de parler du projet que l'on a dans cette usine. L'objectif c'était de montrer que la décarbonation c'est une opportunité, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure d'un effet de compétitivité, de concurrence qui était important, qui avait un intérêt au niveau local, c'est au niveau mondial aussi. C'est-à-dire que les grands pays, si je prends le secteur que je connais, le ciment, les grands pays producteurs de ciment aujourd'hui se préparent à investir massivement sur des sites spécifiquement dédiés à pouvoir alimenter le marché européen en ciment. Le ciment représentant à lui seul l'essentiel du bilan carbone du béton non armé, parce qu'après si vous l'armez, vous mettez le bilan carbone de l'acier. Mais pour du béton frais non armé, l'essentiel de l'empreinte carbone, c'est le ciment. Et le ciment, c'est ce mélange de calcaire, d'argile que vous chauffez à très haute température, vous enlevez le CO2 du calcaire, ça fait fusionner la chaux et l'argile. Et là, vous avez nos 2 facteurs d'émission. Le premier, c'est chaleur à haute température. Donc on a une grosse consommation en thermie. Et les 2 tiers de nos émissions de CO2, c'est du CO2 fossile, c'est-à-dire qu'on a retiré le CO2 qui était capté dans la roche.
Donc on a historiquement, depuis 1990, entre 1990 et 2015, la décarbonation du béton c'est moins 40%. C'est-à-dire qu'on est un usual suspect, on est souvent vraiment pointé du doigt, vraisemblablement pour de bonnes raisons, parce qu'on représente 7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France c'est beaucoup plus bas, puisque nous avons des ciments en France beaucoup moins carbonés que dans le reste du monde. Mais c'est aussi 40% de baisse. C'est-à-dire que pour rendre hommage aux choix industriels qui ont été faits depuis 30 ans dans la filière, on est très certainement l'une des filières industrie les plus émettrices de CO2, mais également les plus avancées dans sa décarbonation. Si je prends l'exemple, on a parlé de la cimenterie de l'Arme, ce sont 315 millions d'euros qu'on investit, avec 39 millions d'euros de soutien qui viennent notamment des dispositifs qui ont été présentés par Charles, donc en portage France Relance, ADEME et Next Generation EU. Donc ce sont des soutiens européens, des soutiens français et une formidable expertise dont on dispose dans les services de l'État. Alors on a parlé de l'ADEME, on peut citer le BRGM, la Direction Générale des Entreprises. On a une administration qui fait pâlir d'envie la plupart des pays dans le monde, parce que tout le monde rêverait d'avoir le niveau de technicité dont on dispose. Souvent l'herbe est plus verte ailleurs, mais en réalité chez nos voisins ils trouvent que l'herbe est très verte chez nous. Donc pour rendre hommage effectivement au travail qu'on fait ensemble. Donc 315 millions d'euros, autant vous dire que quand on investit 315 millions d'euros, ça veut dire qu'on y croit en fait, au modèle économique qu'il y a derrière. En tant que consommateur de gaz, on pourra en rediscuter parce que vous avez parlé de celui qui produit, qui vend, mais il y a celui qui ne produit pas qui doit acheter derrière. L'équilibre économique n'est pas trouvé. On a des échanges avec vos collègues et avec les miens. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, le montage, il est bien, parce que c'est un peu d'un montage économique, mais c'est les uns qui vont payer le verdissement des autres, et y compris les consommateurs, à un moment. Il y a forcément quelqu'un qui peut y avoir. C'est un vrai sujet et d'ailleurs sur lequel l'IGEDD aussi travaille pour pouvoir identifier les meilleurs vecteurs de consommation de bio-CH4. Donc je vous ai présenté brièvement Ekiom. Si je vous présente le projet Cassis, c'est un projet qui illustre parfaitement ce que la filière cimentière s'est engagée à faire depuis aujourd'hui une dizaine d'années à travers le plan de transition sectorielle qui a été élaboré par l'ADEME, à travers aussi le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, et qui nous a permis en 2021 d'élaborer notre première roadmap CO2 complètement intégrée pour toute la filière ciment France, et que l'on a mis à jour en 2023 avec les services de la Direction Générale des Entreprises et avec l'ADEME, et donc un objectif particulièrement ambitieux de décarbonation d'ici 2030 et puis de contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050. Parce qu'en tant qu'industriel, nous prenons garde à ne jamais dire que nous serons neutres. On prend surtout garde à dire qu'on décarbone le plus possible. On fait très attention aux règles que la Commission européenne et les autorités françaises nous demandent de respecter. Donc on suit cette trajectoire-là. Aujourd'hui ou demain d'ailleurs doivent être publiées par France Ciment les dernières données relatives à la décarbonation du ciment en 4 ans, entre 2023-4, donc entre 2019 et 2023. On aura réduit de 8,5% encore notre empreinte carbone. Donc en fait, la trajectoire elle est parfaitement suivie. Elle est suivie par des projets comme Cassis, avec l'ampleur que je vous indiquais. Elle est suivie par des projets de toute taille. Les projets vont de 2 millions d'euros pour faire plus de valorisation énergétique, moins de fossiles dans l'alimentation de nos fours, jusqu'à des projets qui montent... nous, on fait une toute nouvelle ligne de production qui émettra moins 20% de CO2, qui divisera par 2 notre consommation d'eau, et qui nous permettra de viser le 0% de fossiles, c'est-à-dire qu'on aura un four capable de ne consommer aucun fossile. Et donc de faire de la valorisation énergétique, j'insiste sur des déchets ultimes, c'est-à-dire des déchets pour lesquels on n'a pas trouvé dans la hiérarchie des modes de traitement une meilleure façon de faire. Et donc on identifie un pouvoir calorifique que l'on va devoir habilement mixer entre différents types de déchets pour avoir ce fameux pouvoir calorifique dont vous parliez, qui donne cette constance au four. Parce que nous, notre challenge, c'est de faire le ciment le plus constant, une réaction chimique à haute température. Et donc plus on utilise de thermie d'origine différente, plus il va falloir qu'on compte sur des gens brillants. On a de la chance, c'est ce qu'on a comme collègues, des gens brillants, pour pouvoir avoir ce PCI et cette stabilité chimique dans le four.
Une fois que je vous ai posé les grandes lignes, le projet Cassis s'intègre dans un vaste programme de décarbonation. Chez Echium, je vous l'ai dit, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qu'on investit sur l'ensemble de nos sites cimentiers. À l'échelle de la filière, on estime que nous aurons investi environ 4 à 5 milliards d'euros. Voilà, d'ici 2030 et un peu après, notamment parce qu'on vise aussi des technologies de rupture, comme la captation de CO2. Sur laquelle je reviendrai, parce que c'est la deuxième phase de notre projet. Sur la première phase, donc je vous l'ai dit, un nouveau four. On transforme complètement l'usine. Une usine qui fonctionne sur une technologie qui a 100 ans. On va la passer sur une technologie plus récente. Ça va être un four unique au monde, puisqu'il aura la capacité de fonctionner avec zéro fossile. Il aura la capacité aussi de fonctionner à l'oxycombustion. Donc en fait, à la concentration d'oxygène. Donc on travaille avec Air Liquide aussi. C'est aussi tout le génie industriel français et le génie industriel des Hauts-de-France, parce que cet oxygène viendrait du Dunkerquois, du grand port maritime de Dunkerque. Et c'est un four qui sera unique au monde, qui sera le premier en tout cas, parce que faire de l'oxycombustion, on sait faire. Utiliser le type de procédé qu'on va installer, on sait faire, mais alors mixer les deux, ce sera le premier au monde. Donc pour ça, on a été aidé justement aussi en termes de soutien public par l'Union européenne et par les autorités françaises. Une fois qu'on aura ce four-là, on ouvrira la voie à ce que l'on appelle la captage de CO2. Captage de CO2 en vue de son stockage géologique ou de sa valorisation. Pour ce qui est de la valorisation, on est encore sur une filière économique qui est balbutiante, donc n'envisageons pas ce débouché-là en première intention. Dans un premier temps, on travaille sur l'analyse d'opportunités sur le stockage. Ça consiste en quoi? Je vous l'ai dit, en fait, on aura un four qui concentrera le CO2 parce qu'on aura produit une combustion à l'oxygène et non pas à l'azote. Donc au lieu d'être à l'air libre, on aura mis de l'O2. Et donc ça va nous permettre de capter le CO2 avant qu'il soit mis à l'atmosphère. Donc on n'est pas dans cette technologie dont on entend aussi beaucoup parler, qui est la captation directe dans l'air, direct air capture. Ça, nous, on n'est pas sur ça, on est vraiment sur le point d'émission. C'est-à-dire il n'y a pas de transmission à l'atmosphère. Modulo, une cote-part qui est calculée, d'ailleurs aussi avec l'ADEME, avec la DGE, de ce qu'on appelle le facteur de fuite potentiel, pour vraiment proposer le modèle le plus sérieux. Et donc l'idée, c'est on capte ce CO2, on le conditionne avec notre partenaire Air Liquide, on l'envoie dans un carboduc qui est actuellement en cours d'enquête publique, qui de l'Audomarois acheminera le CO2 jusqu'à un terminal temporaire sur le grand port maritime qui serait exploité par Dunkerque LNG, qui serait rejoint par le CO2 de notre partenaire dans ce projet, l'Ouast, donc producteur de chaux, qui lui aussi installerait la même technologie de capture pour pouvoir envoyer aussi son CO2. Et après, l'objectif, via des carboniers, donc en fait des méthaniers pour CO2, serait envoyé vers un point d'injection dans des cavités géologiques profondes et sous-marines. Ça, c'est un peu toute la chaîne de valeur. Une fois qu'on a dit ça, c'est quelque chose qui est techniquement maîtrisé, industriellement connu. Mais capter le CO2 d'un chauffournier et d'un cimentier, ça c'est assez innovant. Il y en a une en Europe, elle est à Breivik en Norvège. Et vous avez une chaîne de valeur qui est complètement nouvelle. Donc en fait, on a dû travailler et on doit encore travailler très étroitement avec les autorités. Donc on a eu un travail de fond avec les maires, avec les riverains, avec un certain nombre de partis politiques qui ont participé aux enquêtes publiques, aux concertations publiques, sous l'égide notamment de la Commission nationale du débat public, qui a permis, parce qu'elle a pu être... parfois être la cible de certaines critiques qui peuvent se comprendre. Néanmoins, on salue le travail qui a été fait parce que ça a donné un cadre, une méthode et une structure à la façon de dialoguer avec le public. Comment est-ce que l'on explique à des agriculteurs que voilà, nous on a identifié un tracé sur lequel il y aura demain un carboduc. Donc, il y a eu un travail aussi avec les agriculteurs et donc avec les maires, les services de l'État en région et les services de l'État au niveau national, parce que des projets comme ça sont particulièrement structurants aussi pour dessiner le futur réseau gazier français, qui aujourd'hui est beaucoup CH4, mais qui demain sera CH4, H2, O2, CO2. On parle donc de transformer, doubler, optimiser des réseaux de canalisation qui existent. Le tout permettant, si je vous donne l'exemple du coup de cap décarbonation, l'Ouast et Echium, nous avons nos autorisations, donc on a nos permis, on les a obtenus cet été. Sont en train de préparer les autorisations sous enquête publique du carboduc et du terminal carbone de CO2 à Dunkerque sur le port.
Si on arrive à aller au bout, c'est-à-dire si on arrive à trouver la meilleure façon de faire fonctionner économiquement ce mécanisme, donc c'est de longues discussions avec la Commission européenne, avec le gouvernement, si on arrive à aller au bout, à trouver cet équilibre à lancer, c'est 1,5 million de tonnes de CO2 par an qui n'auront pas été émises et qui auront eu un retour en couche géologique. Plusieurs façons de le faire. Nous, ce qu'on analyse pour le moment, c'est plutôt les anciens puits d'hydrocarbures. En fait, ils contenaient un CO2 et donc ils ont la capacité géologique de pouvoir retrouver un CO2. Il y a déjà des infrastructures. On peut après discuter effectivement des différentes modalités. Mais l'idée serait celle-ci, et donc 1,5 million de tonnes de CO2. Si on le rapporte en fait au bilan carbone des Hauts-de-France, c'est une part significative et on pourra dire effectivement que notre projet, mais également un projet porté par nos concurrents sur la façade atlantique et un autre concurrent dans la zone rhodanienne et méditerranéenne, et bien en fait les cimentiers auront tous joué leur part. Si je prends, et j'en terminerai par là, juste un exemple, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la RE 2020, c'est cette réglementation qui vise à décarboner la construction des logements, des bureaux et du tertiaire. Le béton représente 25% du bilan carbone d'un bâtiment. Et nous avons aujourd'hui, on considère, fait à peu près un peu plus du tiers du chemin de la décarbonation. C'est-à-dire qu'on a fait plus que notre part, parce que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça fait longtemps qu'on a trouvé des modèles économiques. L'économie circulaire rend plus efficient environnementalement et économiquement la production de ciment. Mais on a aussi amélioré nos procédés. L'efficacité énergétique a été un gros levier. La valorisation de déchets plutôt que les fossiles nous a mis à l'abri aussi de certaines crises spéculatives. D'ailleurs, dans les années 70 que ça s'est développé à cause du choc pétrolier. Les cimentiers ont développé la valorisation énergétique. Donc en fait, en se mettant à l'abri économiquement, on a aussi trouvé des façons de rendre des services environnementaux, qui ne sont évidemment pas forcément les services qu'il faut privilégier pour tous les déchets, qu'il faut privilégier pour toutes les matières, mais de trouver justement la juste place, et le tout, et ça on insiste beaucoup, en collaborant le plus possible avec les ONG et les autorités publiques, puisqu'on a des... Voilà. Essayer de faire en sorte de prendre en compte les informations du réseau Action Climat, de France Nature Environnement, des associations environnementalistes sur nos zones où on a de l'empreinte sur la biodiversité, et évidemment des autorités, je vais citer le BRGM, l'ADEME, la DGE. Voilà. Tout un environnement où quand on se met tous autour de la table avec la volonté de discuter, on arrive à conduire ce genre de projet, y compris dans des secteurs comme les autres, qui sont plutôt exposés à des risques de critique, voire qui sont polémiques, mais en se disant, voilà, on y va tous de bonne volonté. En fait, on arrive à mettre les moyens sur la table, on arrive à trouver des solutions, et on arrive à apporter derrière une façon de décarboner et de dédramatiser l'utilisation de matériaux essentiels comme les nôtres. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y. Non, mais parce que vous avez des questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors je vous remercie avant que les questions qui fâchent n'arrivent. Alors pour des raisons relatives aux droits de la concurrence, je ne pourrais pas vous répondre. Non, mais parce que, en fait, l'approche, c'est quand même c'est qu'à un moment, si vous avez accepté cette contrainte avec les coûts supplémentaires, c'est que vous n'avez pas assuré de pouvoir le vendre, ce produit. Je pense que quand un investisseur comme ça, il met 350, c'est ça que vous avez dit, hein, 315. Voilà, plus de 300 millions d'euros sur la table, c'est qu'à un moment, je pense qu'il va rentrer dans ce marché. Alors, parce que vous l'avez dit, que dans le bâtiment, il y aurait nécessité de construire des pompes à carbone. Alors, pour effectivement la phase 1 a un modèle économique parfaitement autonome. Donc la phase 1, c'est le fait de décarboner notre procédé. Passer d'un procédé de 1920 à un procédé de 2020, entre guillemets. C'est ce qui pérennise aussi l'avenir de cette cimenterie, parce que c'était une des cimenteries les plus carbonées d'Europe. Donc effectivement, il y a un modèle. Pour ce qui est après du captage de CO2, c'est toujours le dilemme du pionnier. Est-ce que je trouve mon équilibre avec le premier? Et ça, effectivement, ça, c'est pour ça que je disais... Elle reste vraiment entière sur... Est-ce que vous êtes sûr d'avoir des clients pour un ciment plus cher? Parce que vous avez démarré en fait en aparté en disant que la concurrence asiatique, elle s'était dotée de
quantité de production. Alors de beaucoup de pays, oui. Pour nous vendre le ciment. Mais je doute que ce ciment nécessite un environnement tel que vous avez. C'est une des raisons, en fait. Alors, ça me fait évoquer, il y a 3 points. Le premier, donc, comme je vous disais, effectivement, intrinsèquement, ça va nous permettre à notre cimenterie de retrouver sa compétitivité carbone. De vraiment, là, se mettre en point. Donc, de passer de dernière à première. Après, il y a la compétitivité sur le marché. Globalement, comme je vous l'ai dit, au niveau européen, la filière cimentière est hyper engagée. Donc, en fait, on suit tous des leviers très identifiés de décarbonation. Quand on rentre dans la compétition internationale, on a quelque chose qui nous protège, c'est la frontière carbone européenne. L'Europe a mis des... Ouais, donc qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2026. Là où nous, on a un poids d'attention, et c'est toute la discussion qu'on a avec les autorités nationales pour discuter au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne, auprès des parlementaires européens et auprès de la Commission européenne, c'est de dire attention, si demain vous avez un acteur en dehors de l'Europe qui dit j'ai 10 cimenteries, je n'en modernise qu'une seule, et celle-ci, direction l'Europe. Elle va fournir un produit depuis ce site de production qui aura satisfait le poids carbone lui permettant de passer sous la barrière qui est donc ce qu'on appelle le MACF. Donc, ce que l'on dit, c'est attention, ce qu'en mauvais gaulois on appelle le resource shuffling, je n'en transforme qu'un seul. Non, c'est en fait d'avoir une usine, vous avez cité les pays, qui soit directement de l'autre côté de la Méditerranée et qui disent c'est une sur des tonnes de cimenterie, mais celle-ci, du coup, elle est hyper décarbonée. Donc elle passe. En fait, l'ensemble des pays qui produisent du ciment en grande quantité regardent le marché européen. Pourquoi ? Parce que c'est le premier marché mondial en termes de richesse et en termes de... Voilà. Et que vous avez encore une bonne partie de l'Europe qui n'a pas le niveau d'infrastructure dont nous on dispose en France au global, qui ont encore besoin de grandes quantités de volume. Donc en fait c'est un marché très intéressant pour des pays exportateurs. Et là où on a des discussions qui sont très importantes avec les autorités, c'est de faire comprendre que le ciment, c'est quand même une poudre qui réagit avec de l'eau, ça se transporte très bien sur un bateau. C'est-à-dire que ça se comporte presque mieux que le clinker, donc la roche qu'on met dans le ciment, ce qui est quelque chose qui est contre-intuitif. Et donc, contrairement à l'acier, l'aluminium ou d'autres produits qui s'importent en Europe, on est obligé de commencer par attention, c'est possible d'importer du ciment. Et donc, il faut, comme on le fait, pour protéger stratégiquement l'acier, l'aluminium et d'autres matières premières, mettre en place les mécanismes qui nous protègent d'une concurrence déloyale qui, il y a des années, pour certains secteurs, était du dumping social. Aujourd'hui, on dit qu'il faut se protéger aussi du dumping climatique, c'est-à-dire cette compétitivité injuste sur le prix, alors que nous, on va devoir faire des efforts pour bien produire, ou produire mieux, plutôt. On essaie de faire de mieux en mieux. L'acier se transporte aussi bien que Patrick Jardin de la Côte d'Opale. L'acier se transporte aussi bien que le ciment. Mais je pense que vous avez... Si ce n'est même mieux. Je pense que vous avez peut-être une petite chance de la filière, c'est que le béton se transporte mal. Non, oui, alors effectivement, le béton ne se transporte pas. Mais le gros, en fait, du bilan carbone, des investissements aussi, c'est dans le ciment. Donc en fait, si vous cassez, les facteurs de compétitivité au sein de l'Union européenne pour permettre de produire un ciment en Europe, vous perdez le contrôle de votre production de béton. Vous pourrez produire du béton, mais vous n'aurez plus la matière première du béton présente sur le territoire. Et c'est ça effectivement qui est un gros enjeu, de la même manière que d'avoir une capacité de production une production d'acier primaire est indissociable pour avoir derrière ensuite les blooms, pour avoir les bobines, et donc en fait avoir la capacité de l'industrie manufacturière derrière. Nous, si on veut effectivement pour tous les grands projets conserver une capacité à avoir des bétons avec les exigences, les normes et la qualité chimique qu'on impose au sein de l'Union européenne et de la France sur la composition des ciments, l'important c'est effectivement de réussir à maintenir c'est pour ça qu'on a exactement le même, le même combat, mais j'aime pas trop les métaphores militaristes, mais on a les mêmes objectifs avec effectivement les autres filières les plus émettrices que sont les engrais, le ciment, l'acier, l'aluminium, et j'en perds, la chimie en général. Voilà. Effectivement, on a des points on est très convergents
sur l'objectif final qui est gardons cette capacité de production, qui est cette capacité d'emploi, qui est aussi une capacité d'investissement et qui est une capacité de transition industrielle profonde sur nos territoires. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a investi à l'Indre. C'est rester le plus longtemps possible là où on est depuis déjà plus de 150, près de 150 ans. On est bien d'accord, hein, nous avons les meilleures ingénieries, tantôt au plan technologique, au plan de la technologie financière, je veux dire quasiment en Europe, pour pas dire du monde, sauf que tout ça est subordonné à quand même une chose essentielle, et ça a été énoncé, c'est quand même la politique tarifaire aux frontières de l'Europe. Alors ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Et à l'autre bout je veux dire de la chaîne, et pour parler de territoire, puisque nous sommes à Dunkerque, j'allais dire, et les Dunkerquois me comprendront, c'est heureusement que le projet Amélie ne se soit pas fait à Dunkerque. Parce que je ne sais pas, dans le projet global que Cassis et Cal, ce que représente en termes d'investissement le Carboduc, mais si l'Ouest n'investissait pas dans le Carboduc en question, je ne sais pas si Ekion suivra pour des billets. C'est effectivement ce qui est indiqué d'ailleurs dans le cadre de la concertation publique. Hein. C'est un projet qui est possible parce qu'on conduit ensemble. Tout le travail d'ingénierie, de projection pour pouvoir trouver cet équilibre, effectivement, on le construit ensemble. Voilà. On est main dans la main. Et il y a le territoire, et ça c'est très important. Voilà. Donc les décisions qui peuvent se prendre à l'échelon européen, c'est déterminant. Les décisions qui se prennent à l'échelon du territoire peuvent avoir également des conséquences extrêmement importantes sur les investissements industriels tels que le vôtre. Voilà, mais moi, pour être représentant des salariés, ça fait plusieurs années que l'on tire la sonnette d'alarme sur le sujet. Hein, les trois pays, donc on parle de contraintes environnementales, de risques. Contraindre ici, c'est très très bien pour éviter le risque, pour moins polluer. Mais les gros employeurs, en fait, si vous ne contrôlez pas les importations, si on ne se protège pas, en fait, ce que les gros employeurs font, ils font ce que Total et Exxon font, c'est-à-dire ils ferment chez nous, ils partent à l'étranger, là où il n'y a pas la taxe carbone, là où il n'y a pas de directive Céveso, et par contre, ils comptent bien profiter de notre marché. Et au passage, on a perdu les boulots. Et en fait, on aura un territoire qui va s'appauvrir. Il est temps que ce soit fait. Mais pas de manière type racisme économique. C'est pas de dire, lui, les Chinois, ils rentrent pas, lui, les Américains, ils rentrent. C'est d'avoir des critères tangibles. J'avais fait une petite tribune au Conseil de développement du port qui disait, il nous faut un haut commissariat européen à l'importation. Et tout ce qui rentre doit être contrôlé. On doit avoir un label. Ça correspond, ça rentre. Ça correspond pas, et ben on taxe. Et tout le monde va nous remercier, la planète, les travailleurs chinois, les travailleurs indiens. Et nous, on réussira à garder nos boulots et on aura une forme de compétition loyale. Alors, ça paraissait être logique, sauf que ça ne s'est pas fait. On a mis des contraintes, on a subventionné en pensant que les investisseurs allaient jouer le jeu. En fait, on était très très inquiets. Et mon employeur, il me disait, attends Arcelor, patiente, c'est pas sûr que ça se fasse. Et en fait, vous êtes peut-être un des seuls à avoir mis le cœur à l'ouvrage, quoi. Alors, on n'est pas seul. Ça a été fait par des Chinois quand même. Hein. Ça, il n'y a pas une copie parfaite. J'essaie de répondre en plusieurs points. J'ai rien contre les travailleurs chinois. Le premier point, d'ailleurs, il y a eu un sommet Choose France, investissement des entreprises françaises en France. Je vous rassure, on n'est pas les seuls à investir. Il y a beaucoup de capitaux investis en France. Ça peut vous paraître surprenant, c'est pas toujours très simple de réussir à faire savoir qu'on a investi. Il y a des fois, on dit, vous savez, on investit, on veut lancer telle activité, on veut développer, pérenniser, créer. Ça n'intéresse pas toujours. C'est pas toujours simple de faire savoir, mais il y a beaucoup d'investissements. Donc, je comprends toutes les craintes qu'il y a, parce qu'effectivement, c'est un discours macro. Après, quand on est sur le terrain, il y a une entreprise qui ferme, il y en a une autre qui ouvre. C'est pas toujours les mêmes postes, c'est pas toujours les mêmes compétences, c'est pas toujours parfaitement transparent, loin de là. Et donc, néanmoins, il y a quand même cette lame de fond d'envie d'investir. Quel type de métier, quelle valeur ajoutée pour
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste beaucoup auprès des autorités sur le fait de penser les formations de demain, de faire ce qui avait été annoncé au printemps 2022, la cartographie des compétences et des besoins pour que les formations professionnelles et académiques en tout genre soient cohérentes avec les besoins locaux, parce qu'on sait que les Français déménagent peu. On n'est pas un pays dans lequel on fait 1000 km pour changer d'emploi de façon statistiquement robuste. Donc on a besoin d'avoir de la formation à l'endroit où il y a le besoin. Ça c'est le premier point. Pour le deuxième point, d'ailleurs on a eu l'occasion de répondre en toute transparence à toutes les questions qui nous ont été posées sur ce sujet. En France, on doit construire un four à clinker tous les 50 ans. Donc, Monsieur Cousin, il m'avait répondu à vous. Voilà. Donc puisque vous avez déjà les réponses, mais voilà, vous trouverez dans la Voix du Nord toutes les réponses qui avaient été apportées, mais je trouve important qu'on soit transparent là-dessus. On a fait ce choix-là parce qu'on a été chercher la personne, l'entreprise qui savait maîtriser de la conception à la livraison, mais avec ses propres cordistes, un appel d'offres, voilà. Ils ont leurs propres cordistes, ils ont leurs propres soudeurs, ils ont leurs propres chaudronniers. Et donc en fait, on va poser des fois la question, est-ce qu'il ne faudrait pas une filière de construction de fours en Europe? Mais si on construit un four tous les 50 ans en France, nous ce qu'on a regardé, c'est à la fin, on va vraiment avoir des emplois qui sont pérennisés dans l'usine et qui accompagnent la transition des compétences aussi, puisque on investit des dizaines de milliers d'euros, on a investi tout ce qu'il faut pour que nos collaborateurs puissent s'adapter aux nouveaux procédés, aux nouvelles techniques, aux nouvelles exigences, avec des partenaires, avec de l'innovation, des nouvelles technologies pour qu'ils prennent en main à partir de l'année prochaine, puisque dans à peu près 8 mois le four entrera en service. Donc on a vraiment accompagné aussi cette transition des compétences pour favoriser cette passation génération après génération et garder ce savoir-faire que l'on a dans un territoire auquel on est attaché. Alors je vais devoir mettre fin à cette conversation, mais vous aurez peut-être l'occasion. Non, j'ai même pas le droit. Ah non, mais on est déjà en dépassement. Non, mais vous aurez l'occasion à la petite pause café là. Ouais. Il y a une petite pause, vous aurez l'occasion de faire votre intervention. Non, vous voulez pas?